Papa, j'ai mal au ventre. La voix de Chloé résonnait sur la ligne téléphonique comme un cri étouffé. Mais Antoine était au milieu d'une réunion trop importante pour être interrompu. Il regarda son téléphone vibrer sur la table en acajou et vit le nom de sa fille clignoter sur l'écran. 5 ans, et elle connaissait déjà son numéro par cœur. Cela aurait dû signifier quelque chose, être un signal d'alarme. Mais Antoine appuya simplement sur le bouton rouge et refusa l'appel. Les investisseurs assis autour de la table ne remarquèrent même pas l'interruption. Ils étaient tous concentrés sur la présentation qu'il avait préparée pendant des semaines, celle qui allait garantir 15 millions d'euros de financement pour l'expansion de l'entreprise. 15 millions qui allaient inscrire son nom parmi les entrepreneurs les plus prospères de Paris, parmi les hommes qui faisaient la différence sur le marché français de la tech. Chers auditeurs, si vous aimez les histoires émouvantes, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et commentez d'où vous regardez. Cela, c'est énormément notre travail. La salle de réunion se trouvait au 23e étage d'un immeuble de bureaux à La Défense, avec vue sur toute la ville qui ne dormait jamais. En bas, des millions de personnes couraient d'un côté à l'autre, chacune poursuivant ses propres rêves, ses propres objectifs. Antoine s'était toujours senti partie prenante de cette énergie frénétique, de cette quête incessante de plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Il avait bâti son entreprise à partir de zéro, en commençant dans un petit appartement à Montreuil, travaillant 18 heures par jour, sacrifiant week-end et jours fériés. Maintenant, 12 ans plus tard, il avait 150 employés et un chiffre d'affaires annuel qui dépassait les 10 millions. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était jamais suffisant. Le téléphone vibra de nouveau. Chloé, encore. Antoine sentit une pointe d'irritation, mêlée à quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. De la culpabilité peut-être, ou de la peur. Il fit glisser son doigt sur l'écran et refusa l'appel une fois de plus, mettant l'appareil en mode silencieux. Les investisseurs étaient impressionnés par les chiffres qu'il présentait. Taux de croissance de 40% par an. Marge bénéficiaire supérieure à la moyenne du secteur. Un portefeuille de clients qui comprenait certaines des plus grandes entreprises du pays. Tout était parfait sur le papier. Tout fonctionnait comme une machine bien huilée. 20 minutes plus tard, lorsque la réunion fut enfin terminée, les poignées de main échangées et les promesses faites, Antoine prit son téléphone et vit 14 appels manqués, tous de Chloé. Son estomac se noua. 14 appels en 20 minutes. Une enfant de 5 ans appelant désespérément son père, qui était trop occupé pour répondre. Il recomposa le numéro les mains tremblantes, mais personne ne répondit. Il essaya à nouveau. Rien. Il appela Camille, la nounou qui s'occupait de Chloé tous les après-midi. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Antoine sortit de la salle de réunion presque en courant, laissant derrière lui les investisseurs qui voulaient encore discuter des détails du contrat. Il entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée avec une telle force qu'il s'en fit mal aux doigts. Les chiffres sur le panneau descendaient trop lentement. 23, 22, 21. Chaque étage était une éternité. Il essaya de rappeler la maison. Rien. Il essaya Camille encore une fois. Messagerie vocale. Quand il arriva enfin au parking, Antoine courut jusqu'à sa voiture. Une BMW noire qu'il avait achetée l'année précédente comme récompense pour avoir conclu un contrat particulièrement lucratif. Maintenant, cette voiture ressemblait à une prison. Il entra, mit le moteur en marche et démarra en trombe, ignorant la limitation de vitesse, ignorant les feux oranges, ignorant tout ce qui n'était pas d'arriver chez lui le plus vite possible. La circulation sur le périphérique était infernale comme toujours. Des voitures à l'arrêt dans des files interminables, des klaxons retentissant sans cesse, des motos se faufilant entre les véhicules. Antoine jura à voix haute, frappa le volant de sa main, sentit la sueur couler sur son front, malgré la climatisation réglée au maximum. Il vivait à Neuilly-sur-Seine, dans une résidence privée avec sécurité 24 heures sur 24, piscine, cours de tennis, aire de jeu. Une maison de 300 mètres carrés qui avait coûté 1,5 million d'euros. 3 chambres, 4 salles de bain, cuisine américaine, salon, salle à manger, bureau. Le tout décoré par une designer célèbre qui avait facturé une fortune pour choisir chaque meuble, chaque tableau, chaque coussin. Léa, son ex-femme, avait adoré la maison quand ils avaient emménagé. Elle disait que c'était le genre d'endroit où elle avait toujours rêvé de vivre. Mais c'était avant le divorce, avant qu'elle ne rencontre un magnate de l'industrie qui avait encore plus d'argent qu'Antoine. Avant qu'elle ne décide qu'elle préférait vivre à Lyon avec son nouvel homme plutôt que de rester à Paris
avec un mari qui travaillait trop, était toujours trop fatiguée, trop stressée. Toujours la tête ailleurs. Chloé était restée avec Antoine. Léa ne s'était même pas battue pour la garde. Elle avait dit qu'elle n'avait pas la structure émotionnelle pour élever une enfant seule, qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour découvrir qui elle était vraiment. En réalité, son nouveau petit ami avait clairement fait savoir qu'il ne voulait pas d'enfant dans les parages. Antoine avait accepté la garde de Chloé sans hésiter, non par amour paternel profond, mais parce que cela semblait être la bonne chose à faire, parce que c'était ce qu'on attendait de lui, parce qu'il ne voulait pas que les gens disent qu'il avait abandonné sa propre fille. Mais la vérité qu'il n'admettait jamais, même à lui-même, c'était que Chloé était devenue un autre élément sur sa liste de responsabilités. Une autre chose à gérer, une autre chose à déléguer. Il avait engagé Camille, une jeune femme de 28 ans avec d'excellentes références qui venait tous les jours de 14h à 18h. Il avait aussi engagé une femme de ménage qui nettoyait la maison 3 fois par semaine, une cuisinière qui préparait les repas et laissait tout prêt dans le réfrigérateur, un chauffeur qui conduisait Chloé à l'école privée hors de prix où elle étudiait. Tout était externalisé, tout était organisé, tout fonctionnait parfaitement sur le papier. Le problème, c'est que le papier ne ressent rien. Le papier ne se rend pas compte qu'une petite fille de 5 ans a besoin de plus que d'employés bien payés. Elle avait besoin d'un père présent, d'un père qui dîne avec elle, qui l'aborde, qui écoute les histoires idiotes qu'elle invente, qui sèche ses larmes quand elle tombe et s'écorche le genou. Mais Antoine travaillait toujours, toujours en réunion, toujours un engagement qui ne pouvait être reporté, choisissant toujours l'argent plutôt que sa fille. Il arriva enfin à la résidence, passa le portail qui s'ouvrit automatiquement en reconnaissant la plaque d'immatriculation de la voiture, remonta la rue bordée d'arbres jusqu'à sa maison. Le cœur battait si fort qu'il pouvait entendre son pouls marteler dans ses oreilles. Il se gara de travers dans le garage, ne prit même pas la peine de couper correctement le moteur, sortit en courant vers la porte d'entrée. La clé trembla dans la serrure. Il ouvrit la porte avec une telle force qu'elle claqua contre le mur. « Chloé » cria-t-il en entrant dans le salon. Le silence qui lui répondit fut assourdissant. Aucun son de télévision, aucun bruit de jeu, rien. Antoine courut dans le couloir, regarda dans le salon, vide. Regarda dans la chambre de sa fille, vide. Il alla jusqu'à la cuisine, et c'est là qu'il la trouva. Chloé était assise par terre, adossée au placard sous l'évier, serrant sa poupée préférée contre sa poitrine. Son petit visage était rouge et enflé, à force d'avoir pleuré. Ses yeux bleus, identiques à ceux de sa mère, étaient pleins de larmes qui coulaient encore. Le sol autour d'elle était en désordre. Des fruits éparpillés partout. Des oranges, des pommes, des bananes jetées comme si quelqu'un avait renversé toute la corbeille de fruits. Un verre renversé près de l'évier, de l'eau s'écoulant encore sur le plan de travail en marbre blanc. La chaise repoussée loin de la table. Et Chloé, là au milieu de tout ça, toute petite, effrayée, seule. « Papa » murmura-t-elle quand elle le vit, et sa voix sortit si faible qu'Antoine faillit ne pas l'entendre. « J'ai très mal au ventre. Je t'ai appelé si souvent. Tu ne venais pas. » Antoine eut l'impression que quelqu'un lui avait planté un couteau dans la poitrine et l'avait tourné. Il fit 2 pas vers sa fille, se baissa et la prit dans ses bras avec autant de précaution que si elle était en verre. Son petit corps était trop chaud, de la fièvre. Elle avait de la fièvre et elle était là, seule, souffrant, pendant qu'il concluait des affaires. Pendant qu'il courait après des millions qui, soudain, ne signifiaient absolument plus rien. « Où est Camille » demanda-t-il, essayant de garder une voix calme, même si la panique prenait le dessus. « Où est la nounou, mon amour ?»« Elle est partie, » dit Chloé entre 2 sanglots. « Elle a dit qu'elle avait une urgence. Elle m'a dit de rester tranquille jusqu'à ce que tu arrives. Mais tu as mis beaucoup de temps, papa. Tu as mis tellement de temps. Et j'ai eu peur, et ça faisait très mal. » Antoine serra sa fille contre sa poitrine, sentant sa propre gorge se nouer. Camille était partie et avait laissé une enfant de 5 ans seule. Elle avait laissé Chloé seule dans une immense maison, souffrante, effrayée, appelant désespérément un père qui ne répondait pas parce qu'il était trop occupé à réussir. Il se leva avec Chloé dans ses bras et se dirigea vers le salon, s'asseyant sur le canapé avec elle sur ses genoux. Il passa la main dans ses cheveux blonds, dans les boucles que Léa tenait toujours à arranger avant qu'elle n'aille à l'école. « On va à l'hôpital, dit-il. On y va maintenant. Papa va s'occuper de toi. » Chloé hocha simplement la tête, trop faible pour parler, trop fatiguée d'avoir pleuré. Antoine la tint fermement et se dirigea vers la voiture, l'installant sur le siège arrière avec la ceinture de sécurité.
Il monta dans la voiture et démarra en trombe à nouveau, cette fois en direction de l'hôpital américain de Paris, le meilleur de la région, où il avait une excellente mutuelle privée qui couvrait tout. Au moins, sur ce point, il n'avait pas lésiné. Au moins, sur ce point, il avait fait ce qu'il fallait, même si c'était pour de mauvaises raisons. Pendant le trajet, il regardait dans le rétroviseur toutes les 2 secondes, vérifiant si Chloé allait bien, si elle était toujours éveillée, si elle respirait encore. La peur était une chose vivante en lui maintenant, grandissant, se propageant, envahissant chaque pensée. Et avec la peur venait la culpabilité. La culpabilité terrible de savoir que c'était de sa faute, que si quelque chose arrivait à Chloé, ce serait parce qu'il n'avait pas été là, parce qu'il avait choisi une réunion plutôt que sa propre fille. La circulation semblait conspirer contre lui. Chaque feu rouge était une torture. Chaque voiture lente devant lui était un obstacle insupportable. Antoine klaxonnait, doublait, roulait vite, faisait tout ce qu'il pouvait pour arriver plus rapidement. Et pendant tout ce temps, la petite voix faible de Chloé résonnait dans sa tête. « Papa, j'ai mal au ventre. Je t'ai appelé si souvent. Tu ne venais pas. » L'hôpital était plein comme toujours, mais Antoine ne se soucia pas de la file d'attente. Il entra par les urgences en portant Chloé, qui semblait maintenant endormie ou évanouie. Il n'en était pas sûr. La réceptionniste le regarda, lui et la petite, et appela immédiatement une infirmière. Tout se passa très vite ensuite. Chloé fut placée sur une civière, emmenée dans une salle d'examen connectée à des moniteurs qui bipaient et affichèrent des chiffres qu'Antoine ne comprenait pas. Il resta à côté d'elle tout le temps, tenant sa petite main, sentant combien elle était chaude et moite. Un médecin arriva. Un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, qui n'aidait en rien à calmer la panique d'Antoine. Il examina Chloé, palpa son ventre à plusieurs endroits, posa des questions sur le moment où la douleur avait commencé, ce qu'elle avait mangé, si elle avait eu de la fièvre avant. Antoine essaya de répondre, mais réalisa avec horreur qu'il ne savait pas. Il ne savait pas ce que sa fille avait mangé au petit déjeuner. Il ne savait pas si elle s'était plainte de quelque chose avant. Il ne savait rien parce qu'il n'était pas présent, parce qu'il avait tout confié à Camille et n'avait même pas pris la peine de demander comment s'était passée la journée. « Vous êtes son père ?» demanda le médecin, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit qu'Antoine se sentit encore plus mal. Quelque chose qui ressemblait à un jugement, comme si le médecin pouvait voir à travers lui et déceler le père négligent qu'il était devenu. « Oui, je suis son père », répondit Antoine, et sa voix sortit plus rauque que d'habitude. « Mon ex-femme vit à Lyon. Il n'y a que Chloé et moi. » Le médecin hocha la tête et continua d'examiner. Il demanda des analyses de sang, une échographie, une analyse d'urine. L'infirmière vint et planta une aiguille dans le petit bras de Chloé pour prélever du sang. La petite fille se réveilla avec la douleur et se remit à pleurer, appelant son père, s'agrippant à lui. Antoine la serra fort, murmurant que tout allait bien, que ça allait bientôt passer, qu'il était là et qu'il ne partirait pas. Les mots sonnaient creux, même pour lui. Comment pouvait-il promettre qu'il ne partirait pas alors qu'il avait passé les derniers mois à partir tout le temps, la laissant seule, choisissant le travail plutôt que sa fille? Les examens prirent une éternité. Antoine resta dans la salle avec Chloé, la regardant se rendormir, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. Il prit son téléphone et pensa à appeler quelqu'un, mais qui? Léa était à Lyon et n'allait probablement même pas répondre. Ses parents étaient décédés il y a des années. Il n'avait pas de frères et sœurs, de vrais amis, ceux qui se présentent dans les moments difficiles. Il n'en avait pas cultivé. Il n'avait que des collègues de travail et des relations d'affaires. Des gens qui disparaissaient quand vous n'étiez plus utile pour eux. Il pensa à appeler Camille pour exiger des explications, mais la colère qu'il ressentait était si grande qu'il savait qu'il allait crier, dire des choses qu'il ne devait pas. Alors il rangea simplement son téléphone et continua à tenir la main de Chloé, sentant combien cette petite main chaude était la chose la plus précieuse au monde. Comment avait-il mis si longtemps à s'en rendre compte? 2 heures plus tard, le médecin revint avec les résultats. Il prit une chaise et s'assit en face d'Antoine. Et ce simple geste fit accélérer son cœur. Les médecins ne s'assoient que lorsqu'ils ont de mauvaises nouvelles. Tout le monde savait ça. « Votre fille a une appendicite », dit le médecin, et Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une appendicite aiguë. « Nous allons devoir opérer immédiatement. L'appendice est enflammé et peut se rompre à tout moment. Si cela arrive, l'infection peut se propager dans la cavité abdominale et les conséquences peuvent être graves. » Antoine ne put parler.
Il regarda simplement Chloé dormir sur la civière, si petite, si fragile, et pensa qu'il allait vomir. Une opération. Sa fille de 5 ans allait devoir subir une opération. À cause de lui, parce qu'il n'avait pas répondu aux appels, parce qu'il l'avait laissée seule avec sa douleur jusqu'à ce que la situation devienne critique. C'est une intervention de routine, poursuivit le médecin, comme s'il lisait dans les pensées d'Antoine. Nous en faisons plusieurs par jour, mais il est important qu'elles soient faites maintenant. Nous avons besoin de votre autorisation pour procéder. Antoine hocha la tête, incapable de former des mots. Le médecin plaça une pile de papiers devant lui, des formulaires de consentement, des explications sur les risques et les complications possibles. Antoine signa tout sans lire, la main tremblant tellement que sa signature ressemblait à peine à la sienne. Puis les infirmiers arrivèrent et commencèrent à préparer Chloé pour le bloc opératoire. Ils la placèrent sur un lit plus grand, ajustèrent les moniteurs, vérifièrent sa tension, sa température. Vous pouvez rester avec elle jusqu'à la porte du bloc opératoire, dit une infirmière avec un sourire gentil qui était probablement entraîné, mais qui apporta tout de même un peu de réconfort. L'opération devrait durer environ 1 heure. Ensuite, elle ira en salle de réveil et vous pourrez la voir. Antoine les accompagna pendant qu'ils emmenaient Chloé à travers les couloirs de l'hôpital. Elle se réveilla à mi-chemin et le regarda avec ses yeux bleus remplis de peur. « Papa, tu vas rester avec moi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Je vais rester tout le temps. »« Mon amour, » mentit Antoine, parce qu'il ne pouvait pas entrer au bloc opératoire, ne pouvait pas être là quand ils ouvriraient son petit ventre, quand ils inséreraient des tubes et des aiguilles et feraient des choses qu'il ne voulait même pas imaginer. « Je serai là quand tu te réveilleras. » Promis. Quand ils arrivèrent aux portes battantes du bloc opératoire, une infirmière arrêta Antoine. « C'est ici, » dit-elle doucement. « Maintenant, on s'occupe d'elle. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente au 2e étage. On vous appellera dès que ce sera terminé. » Antoine se pencha et embrassa le front de Chloé, sentant les larmes qu'il avait retenues jusqu'à présent s'échapper enfin. « Je t'aime, mon amour, » murmura-t-il. « Tu es la chose la plus importante de ma vie. Plus importante que n'importe quelle réunion, n'importe quelle affaire, n'importe quoi. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps à le comprendre. » Chloé le regarda simplement, trop petite pour comprendre tous les mots, mais peut-être assez grande pour en sentir le poids. « Je t'aime aussi, papa, dit-elle. » Puis les portes se fermèrent et elle disparut de sa vue. Antoine resta là, immobile, pendant un temps qu'il ne sut mesurer, regardant les portes fermées, l'avertissement d'accès restreint, tout ce qui le séparait de sa fille. Puis il se retourna et se dirigea vers la salle d'attente comme on le lui avait indiqué. C'était un espace sans charme avec des chaises en plastique bleu inconfortables, de vieux magazines éparpillés sur une table basse, une télévision dans un coin montrant une émission de variété sans le son. Il y avait d'autres personnes là, d'autres pères, mères et membres de la famille, attendant des nouvelles de leurs proches. Tous avec la même expression d'anxiété, tous prisonniers de cet horrible entre-deux entre la peur et l'espoir. Antoine s'assit sur une chaise près de la fenêtre et regarda dehors. On pouvait voir une partie de la ville, les bâtiments illuminés, les voitures en bas ressemblant à des fourmis. La vie continuant normalement pour tous ceux qui n'avaient pas une fille de 5 ans en train de se faire opérer à cet instant précis. Il prit son téléphone et vit plusieurs messages professionnels, les investisseurs voulant confirmer les détails du contrat, des employés ayant des doutes sur des projets, des clients réclamant des délais. Tout ce qui, quelques heures auparavant, semblait urgent et important, n'était plus qu'un bruit insignifiant. Il ne répondit qu'à un seul message, à son assistante, disant qu'il avait une urgence familiale et qu'il ne viendrait pas au bureau dans les prochains jours. Elle répondit immédiatement en demandant si tout allait bien, s'il avait besoin de quelque chose. Antoine ne répondit pas. Il éteignit son téléphone et le mit dans sa poche. Le monde pouvait attendre. Chloé ne le pouvait pas. Les minutes s'étiraient comme des heures. Antoine regardait l'horloge murale toutes les 2 secondes, voyait les aiguilles bouger avec une lenteur douloureuse. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Chaque minute était une torture, chaque seconde une éternité. Il essaya de prier. Bien qu'il ne soit pas religieux, bien qu'il ne soit pas entré dans une église depuis son mariage avec Léa, il essaya de faire des promesses à Dieu, à l'univers, à toute force supérieure qui pourrait l'entendre. Si vous laissez Chloé s'en sortir, je changerai. Je serai un meilleur père. Je serai présent. Je la choisirai elle plutôt que le travail. Je ferai les choses différemment. 1 heure passa, puis 1 heure et 15 minutes.
Antoine commençait à désespérer, imaginant que quelque chose avait mal tourné, que l'opération s'était compliquée, qu'il allait recevoir la pire nouvelle qu'un père puisse recevoir. Mais alors, la porte de la salle d'attente s'ouvrit et le médecin apparut, toujours dans sa tenue chirurgicale verte, le masque pendant à son cou, et il souriait. Ce sourire fut la plus belle chose qu'Antoine ait jamais vue de sa vie. « Tout s'est bien passé », dit le médecin, et Antoine sentit ses jambes flageoler de soulagement. L'opération a été un succès. Nous avons retiré l'appendice avant qu'il ne se rompe. Elle est en salle de réveil maintenant, encore somnolente à cause de l'anesthésie, mais elle devrait se réveiller dans les prochaines heures. Elle devra rester hospitalisée quelques jours, mais la récupération est rapide chez les enfants. Elle va s'en sortir. Antoine ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent sur son visage sans contrôle, larmes de soulagement, de gratitude, de culpabilité, de tout à la fois. « Merci » fut tout ce qu'il parvint à dire. « Merci beaucoup. » Le médecin posa la main sur son épaule. « Votre travail maintenant est d'être présent pour elle pendant sa convalescence. Les enfants guérissent plus vite quand leurs parents sont à leur côté, quand ils se sentent en sécurité et aimés. » Et Antoine comprit le message. Le médecin savait. Il savait qu'il n'avait pas été présent. Il savait qu'il avait échoué en tant que père. Et c'était sa seconde chance, la chance de faire les choses différemment. D'être le père que Chloé méritait. « Je peux la voir » demanda Antoine, et le médecin hocha la tête, lui indiquant de le suivre. Ils marchèrent dans les couloirs jusqu'à la salle de réveil, et là se trouvait Chloé, allongée dans un lit connecté à des moniteurs et à une perfusion, mais respirant, vivante, en sécurité. Antoine s'approcha lentement et prit sa main. Elle dormait encore, le visage pâle mais paisible. Et là, dans cette chambre d'hôpital, tenant la main de la fille qu'il avait failli perdre par négligence, Antoine Oliveira fit une promesse qui allait changer le reste de leur vie. Une promesse qu'il tiendrait quoi qu'il en coûte. Chloé se réveilla quelques heures plus tard, confuse et effrayée, ne comprenant pas où elle était ni ce qui s'était passé. « Papa !» appela-t-elle d'une voix faible. Et Antoine fut là immédiatement, tenant sa main, caressant ses cheveux, lui disant que tout allait bien, que c'était fini, qu'elle était très courageuse. « Ça a fait mal, papa !» se plaignit-elle, touchant son ventre où il y avait un grand pansement. « Ça fait très mal. » L'infirmière vint et administra un autre antidouleur par la perfusion. En quelques minutes, Chloé se détendit à nouveau, ses yeux s'alourdissant. Antoine prit une chaise et s'assit à côté du lit, tenant toujours la main de sa fille. Il n'allait pas bouger de là. Il n'allait pas la laisser se réveiller seule, ne serait-ce qu'une seconde. Ses jours à l'hôpital seraient exclusivement consacrés à elle. Le travail pouvait attendre. Le monde pouvait attendre. Chloé ne le pouvait pas. La nuit fut longue. Chloé se réveillait de temps en temps, à cause de la douleur ou pour demander de l'eau ou simplement parce qu'elle était effrayée. À chaque fois, Antoine était là, la calmant, s'occupant d'elle, étant le père qu'il aurait dû être depuis toujours. Entre deux sommeils, il réfléchissait à tout ce qui avait mal tourné. Comment il avait laissé le travail consumeur chaque parcelle de sa vie. Comment il avait négligé la seule personne qui comptait vraiment. Comment il était devenu exactement le genre d'homme qu'il s'était juré de ne jamais être. Son propre père avait été comme ça. Un homme d'affaires obsédé par le succès qui avait passé sa vie entière à travailler, à accumuler de l'argent, à bâtir un empire, mais n'avait jamais eu de temps pour son fils. Antoine avait grandi dans une maison immense et vide, entouré d'employés mais seul là où ça comptait. Son père rentrait tard le soir, trop fatigué pour parler, trop stressé pour jouer. Les week-ends, il était toujours au bureau ou en voyage d'affaires. Et Antoine s'était juré quand il était enfant, que lorsqu'il aurait des enfants, ce serait différent. Il serait présent. Il serait le père qu'il n'avait jamais eu. Mais regardez ce qu'il était devenu. Une copie conforme de l'homme qu'il avait promis de ne jamais imiter. Travaillant jusqu'à l'épuisement, laissant sa fille seule, externalisant l'amour paternel à des employés payés, choisissant l'argent plutôt que la présence. Et il avait fallu qu'il manque de perdre Chloé pour enfin se réveiller, pour enfin comprendre qu'il commettait les mêmes erreurs qu'il avait tant reprochées à son propre père. Quand le soleil commença à se lever et que la faible lumière entra par la fenêtre de la chambre d'hôpital, Antoine était toujours éveillé, observant Chloé dormir. Il avait passé toute la nuit là, sans fermer les yeux une minute, de peur que s'il s'endormait, quelque chose de mal puisse arriver. Les infirmières entraient toutes les heures pour vérifier les signes vitaux, changer la perfusion, administrer les médicaments. Toutes commentaient combien il était rare de voir un père aussi dévoué. La plupart des hommes partaient après quelques heures, laissèrent les mères s'occuper, ne passaient que pour de courtes visites.
Mais Antoine n'irait nulle part. Le deuxième jour, Chloé était plus éveillée et commença à se plaindre de s'ennuyer. Antoine appela son assistante et lui demanda d'acheter des livres pour enfants, des jeux, des jouets, tout ce qui pouvait divertir une petite fille de 5 ans coincée dans un lit d'hôpital. L'assistante arriva quelques heures plus tard, avec 2 grands sacs remplis de choses. Antoine la remercia et la congédia rapidement. Il ne voulait pas de visite du travail. Il ne voulait pas que ce monde envahisse cet espace qui n'appartenait qu'à lui et à Chloé. Ils passèrent toute la journée ensemble. Antoine lut des histoires, inventa des voix amusantes pour les personnages, fit rire Chloé malgré la douleur. Ils jouèrent à des jeux simples, firent des puzzles, dessinèrent ensemble. Ils parlèrent vraiment pour la première fois depuis des mois. Chloé raconta l'école, ses amis, la maîtresse qu'elle adorait, le garçon qui lui avait tiré les cheveux dans la cour de récréation. Antoine écouta chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Parce que ça l'était. Parce que tout ce qui concernait Chloé était important. Comment avait-il mis si longtemps à le comprendre? Le 3e jour, Camille appela. Antoine répondit, la colère bouillant toujours en lui. « Où étiez-vous » demanda-t-il sans détour en gardant la voix basse pour ne pas effrayer Chloé qui dormait. « Vous avez laissé ma fille de 5 ans seule. Elle avait mal, elle m'a appelé 14 fois et vous êtes simplement parti. » À l'autre bout du fil, Camille se mit à pleurer. « Monsieur Antoine, pardonnez-moi. Ma mère a eu un accident. Elle s'est cassé la jambe. L'hôpital a appelé en disant que c'était urgent. J'ai paniqué. Je n'ai pas réfléchi. Je pensais que vous alliez arriver bientôt. Je pensais que Chloé irait bien pour quelques minutes. Je ne savais pas qu'elle était si mal. Si j'avais su, je ne serais jamais parti. Vous devez me croire. » Antoine voulait rester en colère. Il voulait crier, voulait blâmer quelqu'un d'autre que lui-même. Mais en entendant Camille pleurer, en entendant le désespoir authentique dans sa voix, il réalisa qu'elle aussi était humaine. Elle aussi avait commis une erreur terrible, mais une erreur quand même. Et en fin de compte, la plus grande faute lui incombait. S'il avait répondu aux appels de Chloé, s'il était rentré chez lui quand sa fille avait besoin de lui, rien de tout cela ne serait arrivé de cette façon. « Je comprends », dit-il finalement, la colère se dégonflant comme un ballon percé. « Mais vous ne pouvez plus travailler pour moi, Camille. Pas après ça. Je vous paierai vos jours travaillés, mais notre relation professionnelle s'arrête ici. » Camille continua de s'excuser, continua de pleurer, mais Antoine raccrocha. Il n'avait pas d'énergie pour cette conversation. Il n'avait pas de place dans sa tête pour autre chose que Chloé. Il devrait trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle pendant les heures où il devrait travailler. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, il serait plus présent. Il réduirait sa charge de travail. Il déléguerait plus de choses à ses managers. Il ferait ce qu'il fallait pour s'assurer que Chloé ne soit plus jamais seule quand elle aurait besoin de lui. Le 4e jour, le médecin dit que Chloé pourrait sortir le lendemain si elle continuait à bien se rétablir. Antoine devrait s'occuper du pansement, administrer les médicaments aux bonnes heures, la ramener pour une visite de contrôle dans une semaine. Il nota tout méticuleusement, posa des questions sur chaque détail, voulut être absolument certain de savoir exactement quoi faire. Il n'allait commettre aucune erreur cette fois. Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, Antoine sortit de la chambre pour la première fois en 4 jours. Il se rendit à la chapelle de l'hôpital, un petit espace silencieux avec quelques rangées de bancs et une simple croix au mur. Il s'assit au premier rang et laissa enfin toutes les émotions qu'il avait contenues remonter à la surface. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Il pleura pour la fille qu'il avait failli perdre. Il pleura pour le père absent qu'il avait été. Il pleura pour les mauvais choix, le temps perdu, les opportunités manquées d'être présent, de créer des souvenirs, d'être le père que Chloé méritait. Et au milieu de ses pleurs, de toute cette douleur, il fit une promesse, une vraie promesse, pas seulement des mots vides dits dans le désespoir. Il promit qu'il allait changer. Il promit qu'il allait faire les choses différemment. Il promit que Chloé serait toujours sa priorité, quoi qu'il en coûte. Peu importe le nombre d'affaires qu'il perdrait, peu importe combien d'argent il cesserait de gagner, rien ne valait plus que sa fille. Rien ne vaudrait jamais plus. Quand il retourna dans la chambre, Chloé était réveillée. « Où étais-tu, papa » demanda-t-elle avec des yeux écarquillés d'inquiétude. « J'ai cru que tu étais parti. »« Jamais, mon amour, dit Antoine, s'asseyant sur le bord du lit et la serrant dans ses bras avec précaution pour ne pas lui faire mal. Je ne partirai jamais. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Toujours. C'est une promesse. » Chloé le serra en retour avec cette force surprenante qu'ont les jeunes enfants. Et dans cette étreinte, Antoine sentit que quelque chose avait changé.
Quelque chose de fondamental s'était transformé en lui. Il n'était plus l'homme qu'il était 4 jours auparavant. Il n'était plus l'homme d'affaires obsédé qui plaçait le travail au-dessus de tout. Il était un père, simplement un père qui aimait sa fille plus que tout au monde. Le lendemain, Chloé sortit de l'hôpital. Antoine l'habilla avec soin, l'installa dans un fauteuil roulant comme l'hôpital l'exigeait et l'emmena jusqu'à la voiture. Pendant tout le trajet de retour, il conduisit lentement, évitant les nids de poules, faisant attention à chaque virage. Chloé était excitée de rentrer chez elle, de dormir dans son propre lit, de jouer avec ses propres jouets. Mais elle était différente aussi, plus attachée à son père, plus en demande d'affection, comme si le traumatisme de ces jours avait créé un nouveau lien entre eux. Un lien plus fort, plus profond. Quand ils arrivèrent à la maison, Antoine porta Chloé jusqu'à sa chambre. La maison était propre. La femme de ménage était venue et avait tout rangé. Mais elle semblait différente maintenant. Elle ressemblait moins à une vitrine et plus à un foyer. Antoine installa Chloé dans son lit, plaça les oreillers comme elle les aimait, la couvrit de sa couverture préférée. Il apporta de l'eau, des médicaments, la poupée favorite qui avait été oubliée dans la cuisine ce jour terrible. « Tu vas rester ici avec moi ?» demanda Chloé, et il y avait de la peur dans sa voix. Peur qu'il parte, qu'il retourne au travail, que tout redevienne comme avant. « Je vais rester, » promit Antoine, s'allongeant à côté d'elle par-dessus la couverture. « Je ne vais pas bouger d'ici. On va regarder des dessins animés ensemble. On va lire des histoires. On va faire tout ce que tu veux. Juste toi et moi. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, sans hâte, sans engagement, sans téléphone qui sonne, sans travail envahissant. Juste un père et une fille, se reconnectant, reconstruisant, recommençant. Et pour la première fois depuis très longtemps, Antoine sentit qu'il était exactement là où il devait être. Pas dans une salle de réunion, pas en train de conclure des affaires, pas en train de courir après des millions, mais là dans le lit de sa fille, à regarder des dessins animés, à entendre son rire, à sentir sa petite main tenir la sienne. C'était ça, le vrai succès. C'était ça, le seul prix qui valait la peine d'être gagné. Les semaines suivantes furent différentes de tout ce qu'Antoine avait vécu ces dernières années. Il annula des réunions, délégua des projets, se mit à travailler de chez lui autant que possible. L'entreprise ne s'effondra pas comme il le craignait secrètement. Les managers prirent plus de responsabilités et se révélèrent plus compétents qu'ils ne l'imaginaient. Les affaires continuaient de tourner. Les clients restaient satisfaits, l'argent continuait de rentrer. Il s'avéra que le monde n'avait pas autant besoin d'Antoine Oliveira qu'il le pensait. L'entreprise survivait parfaitement bien avec lui, agissant simplement comme un gestionnaire plutôt que comme un bourreau de travail obsédé. Chloé se rétablit rapidement, comme le médecin l'avait prédit. En 2 semaines, elle courait à nouveau dans la maison, jouait, riait, redevenait une enfant. Mais quelque chose avait changé en elle aussi. Elle était plus attachée à son père maintenant, avait besoin de savoir où il était à tout moment, devenait nerveuse quand il passait trop de temps dans son bureau. Antoine comprenait, elle avait appris à ses dépens qu'elle ne pouvait pas compter sur sa présence constante. Alors maintenant, il devait lui prouver le contraire. Il devait lui montrer chaque jour qu'il avait vraiment changé, qu'il était fiable, qu'elle pouvait compter sur lui. Il engagea une nouvelle nounou, une dame d'une 50aine d'années nommée Martine, qui avait élevé 3 enfants et avait des recommandations impeccables. Mais contrairement à avant, Antoine ne se contenta pas de laisser Chloé avec elle et de disparaître. Il restait présent. Il travaillait dans son bureau à domicile pendant que Martine s'occupait de Chloé, mais il s'arrêtait dès que sa fille avait besoin de lui, dès qu'elle voulait lui montrer un dessin ou raconter une histoire, ou simplement lui faire un câlin. Les portes du bureau restaient ouvertes. Il n'y avait plus cette barrière invisible entre le travail et la famille. Peu à peu, Chloé recommença à faire confiance. Elle se détendit, accepta que son père avait réellement changé. Les soirées qui étaient autrefois solitaires, avec Antoine rentrant alors qu'elle dormait déjà, étaient maintenant remplies d'histoires, de conversations, de rires. Il dînait avec elle tous les soirs. Il la couchait tous les soirs. Il était là quand elle se réveillait le matin. Il l'emmenait à l'école et allait la chercher. Il assistait aux réunions parents-professeurs. Il connaissait ses petits camarades, ses maîtresses, les parents des autres élèves. Un jour, 2 mois après l'opération, Chloé jouait dans le salon quand elle s'arrêta soudainement et regarda Antoine avec ses yeux bleus trop sérieux pour une enfant de 5 ans. « Papa, je peux te poser une question » dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit qu'Antoine lâcha immédiatement son ordinateur portable
et lui accorda toute son attention. « Bien sûr, mon amour, tu peux tout me demander. »« Tu vas encore partir comme avant ?» demanda Chloé, et sa voix trembla un peu. « Tu vas recommencer à être loin. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il se leva du canapé, alla là où elle était assise par terre, entourée de poupées, et s'assit à côté d'elle. Il prit ses petites mains et la regarda dans les yeux avec toute la sincérité dont il était capable. « Jamais, dit-il. Je te le promets, Chloé, je ne serai plus jamais comme avant. J'ai appris que tu es la chose la plus importante de ma vie, plus importante que le travail, que l'argent, que quoi que ce soit d'autre. Tu es ma priorité, tu le seras toujours. Mais tu l'avais promis avant, dit Chloé, et maintenant les larmes commençaient à couler. Tu avais promis que tu serais à la maison pour le dîner. Tu avais promis que tu m'emmènerais au parc. Tu avais promis que tu regarderais ma pièce de théâtre à l'école. Et tu n'étais jamais là. Il y avait toujours le travail. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Antoine ressentit chaque mot comme un coup de poing. Elle avait raison. Il avait fait des promesses avant et les avait toutes rompues. Pourquoi devrait-elle le croire maintenant? Comment pouvait-il prouver que cette fois, c'était différent? Les mots ne suffisaient plus. Il avait besoin d'actes. Il avait besoin de preuves concrètes. « Tu as raison, dit-il doucement. J'ai fait des promesses avant et je ne les ai pas tenues. J'ai été un mauvais père. Je t'ai laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi. Et je suis désolé, Chloé. Vraiment désolé. Mais cette fois, c'est différent. Et je vais te le prouver tous les jours. Je ne vais pas seulement promettre, je vais te montrer. Je serai là, tous les soirs pour le dîner, tous les week-ends pour se promener, à toutes les pièces de théâtre, toutes les petites fêtes, tout ce qui est important pour toi. Je serai là, toujours. » Chloé le regarda pendant un long moment, essayant de décider si elle le croyait, si elle pouvait lui faire confiance à nouveau. Puis elle se jeta dans ses bras et se mit à pleurer. Des pleurs différents de ceux de la cuisine 2 mois plus tôt. Des pleurs de soulagement, d'espoir, d'une enfant qui avait enfin la permission de croire que les choses pouvaient être différentes. Antoine la serra fort, sentant ses propres larmes couler. Il allait le lui prouver. Peu importe le temps que cela prendrait, il allait regagner la confiance qu'il avait perdue. Il allait être le père qu'elle méritait. Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, Antoine se rendit à son bureau et regarda l'ordinateur rempli d'emails non lus, l'agenda surchargé de rendez-vous. Et il prit une décision qui allait tout changer. Il prit le téléphone et appela Richard, son associé, l'homme qui l'avait aidé à bâtir l'entreprise depuis le début. Richard répondit à la 2e sonnerie. « Antoine, ça va? Il est un peu tard pour appeler. Il s'est passé quelque chose. »« Oui, dit Antoine. Je veux te faire une proposition. Je veux te vendre ma part de l'entreprise. » Silence à l'autre bout du fil. Puis Richard demanda incrédule, « Tu es sérieux? Pourquoi? L'entreprise se porte bien. Cette acquisition que tu voulais tant est pratiquement bouclée. Tu vas être l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. Pourquoi diable voudrais-tu partir maintenant? » « Parce que j'ai réalisé que je courais après les mauvaises choses, » expliqua Antoine. « J'ai passé des années à construire cet empire. J'ai tout sacrifié, même ma fille, pour l'argent et la reconnaissance. Et j'ai failli la perdre, Richard. J'ai failli perdre Chloé parce que j'étais trop occupé à réussir. Et quand j'étais à cet hôpital, quand j'ai cru que j'allais la perdre, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Rien. Alors oui, je suis sérieux. Je veux vendre. Je veux partir pendant qu'il est encore temps d'être le père dont elle a besoin. » Richard prit une profonde inspiration. « Tu es sûr de toi. Ce n'est pas une décision à prendre sur un coup de tête. »« J'en suis absolument certain, » répondit Antoine. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Prépare les papiers. Parlons des chiffres. Mais je veux partir. » Ils parlèrent encore 1 heure, discutant des détails, des montants, des délais. Finalement, Richard accepta. Il avait toujours voulu avoir le contrôle total de l'entreprise. Antoine lui offrait cette opportunité sur un plateau d'argent. Dans les semaines à venir, ils officialiseraient tout. Antoine partirait avec une somme considérable, bien plus que suffisante, pour vivre confortablement le reste de sa vie, sans avoir à travailler 1 seule heure. Mais plus important que l'argent, c'était la liberté. La liberté de vivre enfin, d'être présent, d'être le père que Chloé méritait. Quand Antoine raccrocha, il sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. Pendant des années, il avait porté cette entreprise sur son dos, cette responsabilité constante, cette pression infinie. Et maintenant, il se libérait de tout. Il choisissait sa fille plutôt que l'empire. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sentait qu'il faisait le bon choix.
Les semaines suivantes, pendant que les avocats s'occupaient de la paperasse, Antoine commença à planifier l'avenir. Un avenir différent, centré sur Chloé. Il chercha des écoles avec des horaires réduits pour pouvoir passer plus de temps avec elle. Il fit des listes d'activités qu'ils pourraient faire ensemble. Il pensa à voyager, à découvrir de nouveaux endroits, à créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. Un après-midi, il était dans la cuisine en train de préparer le goûter quand Chloé apparut avec une feuille de papier couverte de dessins. « Regarde ce que j'ai fait à l'école, papa », dit-elle fièrement, en montrant un dessin de la famille. Il y avait 2 bonshommes allumettes, un grand et un petit, se tenant la main sous un soleil jaune. En dessous, il était écrit avec des lettres maladroites et adorables « Moi et mon papa ». Antoine prit le dessin et sentit ses yeux s'embuer pour la 1000e fois ces dernières semaines. Il semblait être devenu un homme qui pleurait facilement maintenant. Mais il n'en avait pas honte. Ses larmes étaient de gratitude, d'amour, de bonheur, d'être enfin sur le bon chemin. « Il est magnifique, mon amour », dit-il en serrant Chloé dans ses bras. « Je vais le mettre sur le frigo. Comme ça, je pourrai le voir tous les jours. » « Il n'y a pas maman sur le dessin, dit Chloé tout bas. Juste nous 2. Antoine resta silencieux un instant. Léa n'avait pas appelé Chloé depuis presque 2 mois. Elle n'était pas venue lui rendre visite après l'opération, n'avait pas envoyé de cadeaux, n'avait même pas demandé comment allait sa fille. Elle était trop occupée par sa nouvelle vie à Lyon, avec son petit ami riche, les fêtes et les voyages. Chloé avait cessé de demander après sa mère. Elle avait accepté, comme les enfants acceptent les choses douloureuses, que sa mère avait choisi une autre vie, une vie qui ne l'incluait pas. « Il n'y a que nous 2, en effet, dit Antoine doucement en prenant Chloé sur ses genoux. Et ce n'est pas grave, parce que je t'aime assez pour 2. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, papa, dit Chloé en enlaçant son cou. Tu es le meilleur papa de l'univers. Et à cet instant, sa fille dans les bras, le dessin des 2 bonshommes allumettes à la main, Antoine sut qu'il avait pris la bonne décision. Il avait renoncé à l'empire, à l'argent, à la reconnaissance. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait récupéré sa fille. Il avait gagné une seconde chance d'être le père qu'il aurait dû être depuis le début. Et il n'allait pas gâcher cette chance. Quoi qu'il arrive, Chloé était sa priorité maintenant. Sa seule véritable priorité. 3 mois après l'opération de Chloé, la vente de l'entreprise fut finalisée. Antoine signa les derniers papiers dans un cabinet d'avocats du centre de Paris, serra la main de Richard une dernière fois en tant qu'associé et sortit de là en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Son téléphone professionnel était éteint en permanence. Son email professionnel avait un message automatique redirigeant les contacts vers la nouvelle direction. Il n'était plus le PDG bourreau de travail. Il était juste Antoine, juste un père dévoué à élever sa fille de la meilleure façon possible. Avec l'argent de la vente, il acheta une maison plus petite dans un quartier plus tranquille. C'était toujours à Neuilly, mais loin de la résidence privée remplie de cadres obsédés qui n'étaient jamais chez eux. La nouvelle maison avait 3 chambres, un grand jardin avec des arbres et de l'espace pour que Chloé puisse jouer. Elle avait une terrasse où ils pouvaient prendre le petit déjeuner ensemble tous les matins. Il y avait moins de luxe mais plus de vie, plus d'amour, plus de souvenirs attendant d'être créés. Chloé adora la nouvelle maison, surtout le jardin. Antoine acheta une cabane en bois, une balançoire, une piscine gonflable. Les week-ends, il restait dehors, jouant, discutant, étant simplement un père et sa fille. Antoine apprit à faire des crêpes, parce que Chloé adorait ça. Il apprit à lui coiffer les cheveux, même si ses chignons étaient toujours un peu de travers. Il apprit à jouer à la poupée, à inventer des histoires, à être patient quand elle faisait un caprice, à être ferme quand il le fallait, mais toujours avec amour. Martine continua à travailler pour eux, mais désormais avec des fonctions réduites. Elle aidait au ménage et préparait quelques repas, mais Antoine tenait à être présent autant que possible. Il emmenait Chloé à l'école tous les matins et allait la chercher tous les après-midi. Il connaissait toutes les maîtresses par leur nom. Il savait qui étaient les meilleurs amis de sa fille, à quel jeu elle préférait jouer, quelle matière elle trouvait la plus difficile. Un samedi après-midi, ils étaient dans le jardin quand Chloé demanda s'il pouvait avoir un chien. Antoine, qui n'avait jamais envisagé d'avoir un animal de compagnie auparavant parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, réalisa que maintenant, il n'y avait aucune raison de dire non. Il avait tout le temps du monde. Alors le lundi suivant, ils allèrent dans un refuge pour animaux. Et Chloé choisit un petit corneau couleur caramel de 3 mois qui n'arrêtait pas de remuer la queue. « Comment va-t-on l'appeler » demanda Antoine alors qu'il rentrait à la maison, le chiot sur les genoux de Chloé. « Toby » dit Chloé sans hésiter,
en caressant le petit chien. Il a une tête de Toby. Alors Toby se joignit à la famille. Une responsabilité de plus. Une autre chose à gérer, mais Antoine s'en fichait. Voir le bonheur sur le visage de Chloé quand elle jouait avec le chien valait n'importe quel travail supplémentaire. Il lui apprit à s'occuper de l'animal, à mettre de l'eau et de la nourriture, à nettoyer quand il faisait des bêtises. Chloé prenait cela au sérieux. Traitait Toby comme si c'était un bébé, lui parlait, lui racontait des secrets, dormait avec lui au pied de son lit. Les mois passèrent et la vie s'installa dans un nouveau rythme. Un rythme plus lent, plus intentionnel. Antoine se levait tôt, non pas pour courir à des réunions, mais pour préparer le petit déjeuner avec Chloé. Ils mangeaient ensemble, parlaient de ce qui allait se passer dans la journée, faisaient des plans pour le week-end. Ensuite, il l'emmenait à l'école, rentrait à la maison et faisait des tâches ménagères, ou lisait un livre ou ne faisait tout simplement rien. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, il avait le temps de penser, de respirer, d'exister au-delà du travail. Au début, c'était étrange. Des années de course effrénée avaient entraîné son cerveau à être toujours occupé, toujours productif, allant toujours d'une chose à l'autre. Rester assis tranquillement était difficile. Ne pas avoir d'emails urgents auxquels répondre provoquait de l'anxiété. Mais peu à peu, il s'y habitua. Il apprit à être présent dans l'instant. Il redécouvrit des plaisirs simples qu'il avait oubliés qu'ils existaient. Prendre son café lentement en regardant par la fenêtre. Lire un livre entier en une journée. Faire des promenades sans hâte dans le parc. Quand il allait chercher Chloé à l'école, il ne rentrait pas en courant. Il s'arrêtait au parc de jeux, achetait une glace, s'asseyait sur un banc et parlait de sa journée. Chloé racontait chaque détail, chaque petit événement qui pour elle était énorme. Et Antoine écoutait tout avec une attention sincère, posant des questions, montrant un réel intérêt. Parce que c'était ces choses-là qui comptent. Pas les fusions et acquisitions, pas les tableurs et les présentations. Mais savoir que sa petite amie lui avait prêté son crayon de couleur rouge, que la maîtresse avait complimenté son dessin, qu'elle avait eu une excellente note à son contrôle de mathématiques. Un après-midi, 6 mois après avoir quitté l'entreprise, Antoine était sur la terrasse en train de lire quand son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il répondit, curieux. « Allô Antoine » dit une voix féminine à l'autre bout. C'est Léa. Antoine resta silencieux un instant, le temps de digérer. Léa. Son ex-femme qui n'avait pas appelé depuis 4 mois, qui n'avait pas rendu visite à Chloé après l'opération, qui avait pratiquement disparu de la vie de sa fille sans un regard en arrière. « Salut » dit-il finalement en gardant une voix neutre. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je voulais savoir comment va Chloé » dit Léa, et il y avait quelque chose dans sa voix. Du regret peut-être, ou de la culpabilité. « J'ai su qu'elle avait été opérée. Une appendicite. » « C'était il y a 6 mois » dit Antoine sèchement. « Où étais-tu ces 6 derniers mois, Léa ? Ta fille a failli être perdue parce que je n'étais pas présent quand elle en avait besoin. Elle a subi une opération. Elle a passé des jours à l'hôpital. Elle s'est rétablie à la maison. Et tu n'as pas appelé une seule fois. Pas une seule fois. Je sais, dit Léa, et maintenant elle pleurait. Je sais et je le regrette. J'étais tellement prise dans ma nouvelle vie, avec Robert, avec tout. Je pensais qu'elle allait bien avec toi. Je pensais qu'elle n'avait pas besoin de moi. C'est ta fille, dit Antoine, sentant la vieille colère remonter. Bien sûr qu'elle a besoin de toi. Ou du moins, elle en avait besoin. Maintenant, je ne sais même plus. Tu as disparu, Léa. Tu as choisi un homme que tu connaissais à peine plutôt que ta propre fille. Je sais, répéta Léa. Je sais, et c'était la pire décision de ma vie. J'ai rompu avec Robert. On s'est disputé parce qu'il a clairement dit qu'il n'accepterait jamais Chloé. Il a dit que si je voulais rester avec lui, je devais oublier mon ancienne vie. T'oublier, l'oublier elle, et moi Dieu me pardonne, j'y ai pensé. J'ai envisagé d'abandonner ma propre fille pour un homme. Antoine ne dit rien. Il attendit qu'elle continue. Mais ensuite, je me suis réveillé, poursuivit Léa. J'ai réalisé ce que je faisais. J'ai réalisé que j'étais en train de jeter la chose la plus précieuse que j'avais. Et maintenant, il est hors de ma vie et je veux revenir. Je veux être à nouveau dans la vie de Chloé. Je veux être la mère que j'aurais dû être depuis le début. Antoine resta silencieux un long moment, réfléchissant. Une partie de lui voulait dire non, voulait protéger Chloé de la douleur d'avoir une mère qui l'avait abandonnée et qui voulait maintenant revenir quand cela lui convenait. Mais une autre partie de lui savait que sa mère manquait à Chloé. Elle demandait d'elle parfois, même en faisant semblant que cela n'avait pas d'importance. Et chaque enfant méritait d'avoir ses 2 parents lorsque c'était possible. Méritait d'avoir une mère présente, même si cette mère avait commis de terribles erreurs.
Tu vas devoir regagner sa confiance, dit finalement Antoine. Ça ne sera pas facile, Léa, tu l'as blessée. Tu as disparu quand elle avait le plus besoin de toi. Alors si tu reviens, ce doit être pour de vrai. Ce doit être pour rester. Tu ne peux pas apparaître maintenant et disparaître à nouveau quand tu seras lassé. Je sais, dit Léa, et je le promets. Je ferai les choses différemment cette fois. Je serai la mère qu'elle mérite. Antoine soupira. D'accord, tu peux venir lui rendre visite, mais doucement. Je ne vais pas te réintroduire de force dans sa vie. Nous allons faire ça correctement, pour son bien. Ils convinrent que Léa viendrait le week-end suivant, une courte visite, quelques heures, juste pour renouer le contact, voir comment Chloé réagirait, si elle était prête à revoir sa mère dans sa vie. Antoine n'était pas sûr de faire ce qu'il fallait, mais il décida de faire confiance à son instinct, de faire confiance qu'il prenait la décision qui était la meilleure pour Chloé. Quand il annonça à sa fille que sa mère allait venir, la réaction de Chloé fut compliquée. D'abord de l'excitation, les yeux brillants d'espoir, puis de la peur, se souvenant de la douleur d'être abandonnée, puis de la colère, croisant les bras et disant qu'elle ne voulait pas la voir, et enfin de la confusion, ne sachant pas quoi ressentir, quoi penser. C'est normal d'avoir des sentiments mitigés, dit Antoine doucement, en la serrant dans ses bras. Ta mère a fait une grosse erreur. Elle le sait, mais elle veut une autre chance. Et je pense que tu mérites d'avoir une mère présente, si elle a vraiment changé. Mais si tu ne veux pas la voir tout de suite, ce n'est pas grave. Je ne te forcerai pas. Chloé réfléchit un long moment. Elle peut venir, dit enfin la petite fille, mais si elle repart, je ne veux plus. Combiné acquiesça Antoine. Si elle disparaît à nouveau, c'est terminé. Mais donnons-lui une chance de prouver qu'elle a changé. Le samedi de la visite arriva et Antoine était nerveux. Pas pour lui, mais pour Chloé. Elle s'était réveillée excitée, mais à mesure que l'heure de la visite approchait, elle devint plus silencieuse, plus renfermée. Elle resta collée à son père tout le temps, comme si elle avait peur qu'il parte lui aussi. Antoine la rassura à plusieurs reprises, lui disant qu'il n'allait nulle part, qu'il serait là tout le temps, que ce n'était qu'une visite. Léa arriva ponctuellement à 14 heures. Antoine ouvrit la porte et pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Elle était différente, plus mince, avec des cernes profonds, les cheveux moins soignés qu'à son habitude. Elle semblait fatiguée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé des difficultés. Antoine ne ressentit ni pitié ni satisfaction, juste une neutralité prudente. « Salut », dit-elle tout bas. « Merci de me laisser venir. » « Chloé est dans le salon », dit Antoine, lui laissant la place d'entrée. « Souviens-toi doucement, ne force rien. » Léa hocha la tête et entra. Chloé était assise sur le canapé avec Toby sur les genoux, petite et vulnérable, les yeux bleus fixés sur la mère qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Léa s'agenouilla sur le sol, à la hauteur de sa fille, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Salut, mon amour », dit-elle d'une voix étranglée. « Tu es si grande, si belle. » Chloé ne répondit pas. Elle regarda simplement sa mère, avec une expression trop sérieuse pour une enfant de 5 ans. Une expression qui disait « Tu m'as fait du mal. Tu es parti. » « Je sais que tu es en colère contre moi, » continua Léa, essuyant ses larmes, mais d'autres continuaient de couler. « Et tu as tout à fait le droit de l'être. J'ai été une mère terrible. Je t'ai abandonnée quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai fait les mauvais choix. Mais je t'aime, Chloé. Je t'ai toujours aimée, même quand je faisais tout de travers. Et si tu me laisses faire, je veux avoir la chance de le prouver. D'être la mère que tu mérites. »« Pourquoi tu es partie ?» demanda enfin Chloé, et sa voix sortit petite et fragile. « J'ai fait quelque chose de mal. » « Non, dit Léa rapidement, s'approchant davantage, mais sans encore la toucher, respectant l'espace de sa fille. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal, jamais. C'est moi qui ai tout fait de travers. J'étais perdue, j'étais malheureuse. Je pensais que je trouverais le bonheur ailleurs. Mais j'avais tort. Le bonheur était ici, avec toi, et j'ai mis trop de temps à le réaliser. » Chloé regarda son père comme pour chercher son approbation, pour savoir si elle devait le croire. Antoine hocha légèrement la tête, l'encourageant. Chloé regarda alors à nouveau sa mère et lentement, très lentement, tendit la main. Léa la prit immédiatement, serrant cette petite main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Tu vas rester maintenant ?» demanda Chloé. « Ou tu vas repartir ?»« Je vais rester, promis Léa, je ne repartirai pas. Je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi, promis. » La visite dura 3 heures. Au début, Chloé était réservée, mais peu à peu, elle se détendit. Léa joua avec elle, fit la connaissance de Toby, écouta des histoires sur l'école et les amis.
Antoine resta présent tout le temps, observant, s'assurant que tout allait bien. Et à sa grande surprise, ça allait. Léa semblait sincèrement repentante. Elle semblait vraiment vouloir être à nouveau une mère. Quand Léa partit, elle dit au revoir à Chloé par une longue étreinte. « Je peux revenir la semaine prochaine ?» demanda-t-elle à Antoine sur le pas de la porte. « Je promets de ne plus te décevoir. »« Tu peux, » acquiesça Antoine, mais lentement. « Chloé a besoin de temps pour te faire confiance à nouveau. »« Je comprends, » dit Léa. « Et Antoine, merci d'avoir si bien pris soin d'elle, d'avoir été le père que je n'ai pas été la mère. Tu as changé, tu as beaucoup changé. » Antoine hocha simplement la tête. Elle avait raison. Il avait changé, et il resterait changé, car il avait appris à ses dépens ce qui comptait vraiment dans la vie. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine. Léa venait chaque week-end, passant quelques heures avec Chloé. Peu à peu, la petite fille s'ouvrit, pardonna, accepta que sa mère était revenue pour de bon. Ce n'était plus comme avant, ça ne le serait jamais. Mais c'était un début. C'était une chance de reconstruire. Un mois après le début des visites, Léa demanda si elle pouvait emmener Chloé passer une journée avec elle. Aller au centre commercial, déjeuner ensemble, faire des choses de mère et fille. Antoine hésita. La surprotection était encore forte en lui. La peur de laisser Chloé hors de sa vue le hantait encore. Mais il savait qu'il devait faire confiance. Il devait laisser Chloé avoir une relation avec sa mère sans qu'il soit toujours au milieu. « D'accord », finit-il par accepter. « Mais tu la ramènes à 18h. »« Et quoi ?»« Qu'il arrive, tu m'appelles immédiatement. » Léa le promit et le samedi suivant, elle vint chercher Chloé. La petite fille était excitée, portant une nouvelle robe qu'Antoine avait achetée spécialement pour l'occasion. Elle serra son père fort dans ses bras avant de partir. « Je t'aime, papa, dit-elle. Je reviens vite. » Antoine resta sur la terrasse, regardant la voiture de Léa disparaître dans la rue. Le silence de la maison vide était assourdissant. Il essaya de lire, de regarder la télévision, de faire n'importe quoi pour passer le temps. Mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il regardait l'horloge toutes les 5 minutes, comptant les heures jusqu'au retour de Chloé. À 18h précises, la voiture de Léa s'arrêta devant la maison. Chloé sortit en courant, portant des sacs de courses, le visage illuminé de bonheur. « Papa, papa, regarde tout ce que maman a acheté !» cria-t-elle, montrant de nouveaux vêtements, des jouets, des livres. Antoine la serra dans ses bras, sentant le soulagement l'envahir. Léa s'approcha en souriant. « C'était une journée géniale, dit-elle. Merci de m'avoir fait confiance. » Et Antoine réalisa que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient s'arranger. Chloé pouvait avoir ses 2 parents présents. Elle pouvait grandir en sachant qu'elle était aimée, qu'elle était une priorité, qu'elle n'était pas seule. Ce ne serait pas une famille traditionnelle, mais ce serait une famille. Et c'était ce qui comptait. Les mois continuèrent de passer et Chloé fêta ses 6 ans. Antoine organisa une fête dans le jardin de la nouvelle maison. Il invita les petits camarades de l'école, décora tout avec des ballons colorés, commanda un énorme gâteau au chocolat qu'elle adorait. Léa vint aider à l'organisation. Et pour la première fois depuis le divorce, ils travaillèrent ensemble sur quelque chose. Non pas comme mari et femme, mais comme parents, unis par l'amour qu'ils ressentaient pour leur fille. La fête fut un succès. Chloé était radieuse, jouant avec ses amis, soufflant ses bougies, ouvrant ses cadeaux. Antoine et Léa restèrent en retrait, observant. Et il y eut un moment où leurs regards se croisèrent. Une compréhension silencieuse passa entre eux. Ils avaient tous les deux fait des erreurs. Ils avaient tous les deux appris. Ils essayaient tous les deux de faire mieux maintenant. Et peut-être que c'était suffisant. Quand tous les invités furent partis et que Chloé dormait, épuisée mais heureuse, Antoine s'assit sur la terrasse comme il le faisait tous les soirs. Toby vint se coucher à ses pieds. La maison était silencieuse, paisible. Et pour la première fois d'aussi loin qu'il se souvienne, Antoine se sentit complet. Non pas parce qu'il avait de l'argent, du succès ou de la reconnaissance, mais parce qu'il avait Chloé. Parce qu'il était présent. Parce qu'il avait choisi ce qui comptait vraiment. Il pensa à l'homme qu'il était un an auparavant. L'homme d'affaires obsédé qui ne répondait pas aux appels de sa fille parce qu'il était trop occupé. Le père absent qui externalisait l'amour. L'homme qui avait failli tout perdre en poursuivant des choses vaines. Cet homme n'existait plus. Il avait été transformé par la peur, la culpabilité, la quasi-perte. Il avait été reconstruit pièce par pièce en un père présent, aimant, dévoué. Le chemin n'avait pas été facile. Il avait exigé d'énormes sacrifices. Il avait exigé de renoncer à des ambitions qu'il avait poursuivies pendant des années. Il avait exigé un changement profond, douloureux, nécessaire. Mais chaque sacrifice en avait valu la peine. Chaque choix difficile
avait mené à des moments comme celui-ci. Des moments de paix, d'amour, de présence véritable. Antoine ferma les yeux et écouta les bruits de la nuit. Le vent dans les arbres, les grillons chantant, Toby ronflant doucement. Et à l'intérieur de la maison, Chloé dormant en sécurité, sachant que son père était là, sachant qu'elle n'était pas seule, sachant qu'elle était aimée complètement. Et cette certitude, cette sécurité qu'il lui avait donnée, était le plus grand succès qu'il aurait pu atteindre. Plus grand que n'importe quelle fusion, n'importe quelle acquisition, n'importe quel compte en banque. Il avait appris que le vrai succès ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir. Il se mesurait en câlins serrés avant de dormir, en rires partagés pendant le dîner, au sentiment de savoir que quelqu'un dépendait de vous et vous faisait entièrement confiance, en étant le genre de père dont sa fille se souviendrait avec amour en grandissant, en créant des souvenirs qui dureraient pour toujours, non pas dans les archives d'une entreprise, mais dans le cœur d'une enfant. Et alors qu'il restait assis là, dans cette nuit tranquille, Antoine fit une dernière promesse silencieuse. Il promit qu'il continuerait à faire les bons choix, qu'il continuerait à donner la priorité à Chloé avant tout, qu'il continuerait à être le père qu'elle méritait, parce qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes, que certaines choses, une fois perdues, ne reviennent pas, que le temps ne se rattrape pas, que l'enfance passe trop vite et que chaque instant, chaque câlin, chaque histoire avant de dormir était précieux et irréversible. Les années passèrent et Chloé grandit. À 8 ans, c'était une petite fille vive, bavarde, pleine de vie. Elle adorait lire, dessiner, jouer avec Toby, qui était maintenant un chien adulte mais restait son meilleur ami. Sa relation avec Léa s'était renforcée. Sa mère venait la voir chaque semaine, emmenait Chloé en promenade, était présente aux spectacles de l'école, aux anniversaires, aux choses importantes. Elle ne vivait pas avec eux. Elle avait son propre appartement à Paris, mais elle était présente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. Mieux vaut tard que jamais, pensait parfois Antoine. Antoine avait trouvé un équilibre dans sa vie. Il n'avait pas repris le travail à plein temps, n'était pas retourné dans le monde de l'entreprise. Mais il faisait des missions de conseil occasionnelles, aidait de petites entreprises avec leur stratégie de croissance, donnait quelques conférences sur le management et le leadership. Il gagnait suffisamment d'argent sans sacrifier de temps avec Chloé. Le meilleur des deux mondes, découvrit-il. Un but professionnel sans perdre ce qui comptait vraiment. Un jeudi après-midi, Antoine était dans son bureau à domicile, en train de travailler sur une présentation quand Chloé rentra de l'école, plus silencieuse que d'habitude. Il le remarqua immédiatement. Des années de présence lui avaient appris à percevoir les nuances dans son comportement, les petits changements qui indiquaient que quelque chose n'allait pas. « Salut mon amour », dit-il, laissant immédiatement son travail de côté. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Bien », répondit Chloé, mais sans l'enthousiasme habituel. Sa voix était basse, ses épaules affaissées. Antoine se leva et s'approcha d'elle. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. « Tu peux me le dire ?» Chloé hésita, regardant ses propres pieds. Puis elle parla d'une voix si basse qu'Antoine faillit ne pas l'entendre. « La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille, et j'ai dessiné toi, moi, Toby et maman. Mais Julia, elle a demandé pourquoi ma mère ne vit pas avec nous. Elle a dit que les vraies familles vivent toutes ensemble, que la mienne est une famille brisée. » Antoine sentit la colère monter, mais il la maîtrisa. Les enfants pouvaient être cruels, sans comprendre le poids des mots. Il s'agenouilla devant Chloé et lui prit doucement les épaules. « Regarde-moi, mon amour, dit-il. » Chloé leva les yeux, et il y avait des larmes. « Écoute ce que je vais te dire, parce que c'est très important. La famille, ça n'a rien à voir avec qui vit dans la même maison. La famille, c'est une question d'amour, c'est être présent. Ce sont des gens qui tiennent les uns aux autres, qui prennent soin les uns des autres, qui sont là quand on en a besoin. Mais toutes mes amies vivent avec leur père et leur mère, dit Chloé, la voix tremblante. Pourquoi je ne peux pas, moi aussi? Parce que parfois les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait, expliqua patiemment Antoine. Ta mère et moi, nous ne nous entendions pas bien ensemble. Nous nous disputions beaucoup, et ce n'était sain pour aucun de nous, surtout pas pour toi. Mais ça ne veut pas dire que notre famille est brisée. Ça veut dire qu'elle est différente. Et différent, ce n'est pas mal, mon amour. C'est juste différent. Julia a dit que je n'ai pas de vraie famille, répéta Chloé, et maintenant les larmes coulaient. Elle a dit que je suis une enfant de parents divorcés et que c'est triste. Antoine serra sa fille fort dans ses bras. Tu sais ce qui est triste, dit-il doucement. Ce qui est triste,
C'est d'avoir des parents qui vivent ensemble mais qui se détestent. C'est d'avoir des parents qui se disputent tout le temps devant leurs enfants. C'est d'avoir des parents qui ne t'aiment pas, qui ne sont pas présents, qui s'en fichent. Mais toi, tu as 2 parents qui t'aiment plus que tout, qui te choisissent chaque jour, qui sont là pour toi dès que tu en as besoin. Ce n'est pas triste, mon amour. C'est une bénédiction. Chloé pleura encore quelques minutes, mais peu à peu, elle se calma. Antoine l'emmena sur le canapé et ils restèrent là simplement enlacés. Toby vint se coucher à leurs pieds, comme s'il sentait que quelqu'un avait besoin de réconfort. Après un moment, Chloé parla à nouveau. « Papa, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, n'importe quoi. Tu aimes toujours maman. » Antoine réfléchit soigneusement à la réponse. « Pas comme avant, dit-il honnêtement. Pas comme un mari et une femme s'aiment. Mais oui, je l'aime comme on aime quelqu'un qui est important pour soi. Quelqu'un qui est la mère de la personne la plus précieuse de ta vie. Ta mère et moi, nous ne fonctionnons pas ensemble, mais nous nous respectons. Et nous travaillons ensemble pour ton bien, parce que tu es notre priorité à tous les deux. Vous n'allez jamais vous remettre ensemble, demanda Chloé, et il y avait de l'espoir dans sa voix. Cet espoir que beaucoup d'enfants de parents séparés portent en eux. Non, mon amour, dit Antoine gentiment. Nous n'allons pas. Mais ce n'est pas grave. Parce que maintenant, nous sommes tous plus heureux. Et tu as le double d'amour. Tu as ma maison et la maison de ta mère. Tu as 2 endroits où tu es aimé complètement. Chloé resta silencieuse un moment, digérant l'information. Puis elle dit « Je crois que Julia a tort. Ma famille n'est pas brisée. Elle est juste différente. » Antoine sourit, sentant sa poitrine se gonfler de fierté. « Exactement, mon amour. Ça est exactement ça. » Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, Antoine repensa à la conversation, à la façon dont les mots d'une camarade de classe avaient blessé sa fille, à la façon dont le monde jugeait les familles qui ne suivaient pas le schéma traditionnel. Mais il connaissait la vérité. Il savait que ce qui importait, ce n'était pas la structure, mais l'amour. Et Chloé avait de l'amour à revendre. Elle avait un père présent qui la mettait en premier. Elle avait une mère qui avait appris de ses erreurs et était revenue. Elle avait un foyer rempli d'affection, de sécurité, de présence véritable. Quelques semaines plus tard, l'école organisa une journée spéciale où les parents pouvaient venir travailler avec leurs enfants pendant quelques heures. Antoine n'hésita pas une seconde avant d'accepter. Il arriva à l'école à 9 h du matin et trouva Chloé qui l'attendait avec impatience à l'entrée de la classe. Elle le présenta à tous ses amis, y compris Julia, qui fut visiblement impressionnée quand Antoine parla de son travail de consultant, des entreprises qui l'aidaient à se développer. Pendant les activités, Antoine remarqua quelque chose d'intéressant. Beaucoup de parents qui étaient là, ceux qui avaient des familles traditionnelles, étaient plus préoccupés par le fait de répondre à des emails sur leur téléphone que d'interagir avec leurs enfants. Ils étaient physiquement présents, mais émotionnellement absents. Il reconnut cela parce qu'il avait été exactement comme ça. Un père qui était là sans être vraiment présent. Chloé, en revanche, avait toute son attention. Ils firent les dessins ensemble, participèrent aux activités, discutèrent, rirent. Et à la fin de la journée, lorsque la maîtresse remercia tous les parents pour leur participation, Chloé tint la main d'Antoine avec une fierté visible. « C'est mon père, dit-elle à Julia, et c'est le meilleur père du monde. » Sur le chemin du retour, Chloé était radieuse. « Merci d'être venu, papa, dit-elle. Certains parents n'ont pas pu venir. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés au travail. Je ne serai jamais trop occupé pour toi, promit Antoine. Plus jamais. Ça, je l'ai appris. Quand ils arrivèrent à la maison, une surprise les attendait. Léa était sur le pas de la porte, tenant une petite valise. Antoine fut confus un instant. Ce n'était pas son jour de visite. « Désolé de débarquer sans prévenir, dit Léa, mais je dois vous parler à tous les deux. C'est important. » Ils entrèrent et s'assirent dans le salon. Chloé s'installa entre Antoine et Léa sur le canapé, regardant curieusement sa mère. Léa prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai reçu une offre d'emploi, commença-t-elle. Une très bonne offre, mais c'est à Paris, ici, en ville. Et je me disais que c'était peut-être le moment de revenir pour de bon, d'être plus près de vous. » De Chloé. Chloé sauta de joie. « Tu vas habiter près d'ici, maman, cria-t-elle. Pour de vrai. » Léa sourit, essuyant une larme. « Oui, mon amour. Je vais louer un appartement, pas très loin d'ici, pour pouvoir te voir plus souvent, pour être encore plus présente. » Antoine ressentit des émotions contradictoires. D'un côté, il était heureux pour Chloé. Elle aurait sa mère plus près, plus disponible. D'un autre côté,
Il y avait de l'appréhension. Et si Léa la décevait à nouveau? Et si elle repartait une autre fois? Chloé avait grandi, avait mûri, mais elle était encore une enfant. Elle pouvait encore être blessée. Léa dut percevoir son hésitation, car elle regarda Antoine droit dans les yeux. « Je sais ce que tu penses, dit-elle, et t'as raison d'avoir peur. J'ai déçu par le passé, mais c'était il y a des années. J'ai changé, Antoine, vraiment, et je ne disparaîtrai plus. C'est une promesse que je fais non seulement à Chloé, mais à toi aussi. » Antoine hocha lentement la tête. « D'accord, dit-il, faisons en sorte que ça marche. Pour Chloé. » Et c'est ainsi que commença une nouvelle phase. Léa déménagea à Paris un mois plus tard. Elle loua un appartement à 15 minutes de la maison d'Antoine. Chloé commença à passer quelques week-ends avec sa mère, alternant entre les deux maisons. Au début, Antoine était anxieux chaque fois qu'elle partait, mais peu à peu, il se détendit. Léa avait vraiment changé. Elle tenait ses promesses. Elle était la mère que Chloé méritait. Ils développèrent une routine de coparentalité qui fonctionnait étonnamment bien. Ils parlèrent de l'école, des décisions importantes, du bien-être de Chloé. Ils n'étaient pas exactement amis, mais ils étaient partenaires dans la tâche la plus importante de leur vie. Élever une petite fille heureuse, en bonne santé, aimée. 2 ans passèrent depuis le retour de Léa à Paris. Chloé avait 10 ans maintenant, une préadolescente vive et confiante qui partageait son temps entre la maison de son père et l'appartement de sa mère avec Naturel. La petite fille s'était épanouie, était devenue une enfant heureuse, sûre d'elle, sachant qu'elle était aimée par ses 2 parents. Les blessures du passé avaient cicatrisé, pas complètement oubliées, car certaines choses laissent des traces, mais guérit suffisamment pour ne plus faire mal. Un samedi matin, Antoine était dans la cuisine en train de préparer des crêpes quand Chloé apparut, encore en pyjama, avec Toby la suivant. Le chien avait 10 ans lui aussi maintenant, plus calme mais toujours un fidèle compagnon. « Bonjour papa », dit-elle en bâillant et en s'asseyant à table. « Bonjour mon amour », répondit Antoine en posant une assiette de crêpes devant elle. « Bien dormi ?»« Oui, j'ai fait un rêve étrange. »« Ah oui, raconte. » Chloé prit sa fourchette et commença à manger tout en parlant. « J'ai rêvé de ce jour-là. Tu sais lequel. Ce jour où je suis tombé malade et où tu as mis du temps à arriver. » Antoine arrêta ce qu'il faisait et la regarda. Cela faisait des années qu'il n'en avait pas parlé. Le jour de l'appendicite était devenu un souvenir lointain, quelque chose qui s'était passé dans une autre vie, ou presque. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda-t-il doucement. « Je me souviens de bribes, » dit Chloé pensive. « Je me souviens que ça faisait très mal. Je me souviens que je t'ai appelé et que tu ne répondais pas. Je me souviens que j'ai eu très peur. Mais je me souviens aussi que quand tu es arrivé, tu es resté avec moi. À l'hôpital, à la maison, tout le temps. Et tu n'es plus jamais reparti. » Antoine sentit l'émotion lui serrer la gorge. « Tu sais, mon amour, ce fut le pire jour de ma vie, admit-il. Mais ce fut aussi le jour le plus important. C'est le jour où je me suis réveillé. C'est le jour où j'ai réalisé que je vivais ma vie complètement de travers, que j'étais en train de perdre la chose la plus importante, qui était toi. »« Je sais, » dit simplement Chloé. « Et je t'ai pardonné il y a longtemps, papa. J'étais petite, mais je comprenais que tu travaillais tout le temps. Et puis tu as changé. Tu es resté. C'est ça qui compte. » Antoine serra sa fille dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et de gratitude, comme elle avait grandi, comme elle était devenue une personne incroyable, empathique, capable de pardonner. Il avait fait beaucoup de choses de travers dans sa vie, mais élever Chloé, être présent pour elle, avait été la seule chose absolument juste. Plus tard dans la journée, Antoine emmena Chloé au parc, où ils avaient l'habitude d'aller quand elle était plus jeune. Ils marchèrent sur les mêmes sentiers, passèrent devant l'aire de jeu où elle avait joué 1000 fois, s'assirent sur le même banc où ils avaient parlé de tant de choses au fil des ans. Le parc était rempli de familles, d'enfants qui couraient, de pères qui poussèrent des balançoires, de mères qui discutaient pendant que leurs enfants jouaient. « Papa, » dit soudain Chloé, « je peux te poser une question sérieuse. »« Bien sûr. »« Toujours. »« Tu regrettes, » demanda-t-elle, « d'avoir tout abandonné. L'entreprise, l'argent, tout ce succès. Est-ce que tu regrettes d'avoir choisi de rester avec moi plutôt que ça ?» Antoine regarda sa fille, ses yeux bleus si semblables à ceux de sa mère, ce visage qu'il avait vu grandir, changer, mûrir. « Pas une seule seconde, » dit-il avec une certitude absolue. « Cette entreprise, cet argent, ce soi-disant succès, rien de tout cela ne m'a jamais vraiment rendu heureux. Tu sais ce qui me rend heureux. C'est toi, c'est d'être ici avec toi, de savoir que tu vas bien, que tu es heureuse, que tu sais que tu es aimée. C'est ça le succès, c'est ça qui vaut la peine.
Même avec tout l'argent que tu as perdu, insista Chloé, les gens disent que tu étais presque milliardaire, que tu allais être l'un des entrepreneurs les plus importants du pays. Et maintenant, je suis quelque chose de bien mieux, dit Antoine en souriant. Je suis un père présent. Je suis quelqu'un qui sera là quand tu auras besoin de moi. Toujours. Et honnêtement, mon amour, je préfère qu'on se souvienne de moi comme d'un bon père plutôt que comme d'un entrepreneur à succès. Parce qu'en fin de compte, quand on est vieux et qu'on regarde en arrière, ce ne sont pas les affaires qui comptent. Ce sont les gens qu'on aime. Ce sont les moments qu'on a créés. Ce sont les souvenirs qu'on a construits ensemble. Chloé se pencha et posa sa tête sur l'épaule de son père. « Je t'aime, papa. Et tu es le meilleur père que j'aurais pu avoir. Je t'aime aussi, mon amour. Plus que tout dans cet univers. » Ils restèrent là encore un moment, profitant simplement de la présence de l'autre, regardant les gens passer, les enfants jouer, la vie se dérouler autour d'eux, et Antoine repensa à tout le chemin parcouru. Comment il avait commencé comme un homme d'affaires obsédé, qui n'avait de temps pour rien d'autre que le travail. Comment il avait failli perdre sa fille par négligence. Comment il s'était réveillé à la dernière seconde possible. Comment il avait changé, s'était transformé, avait reconstruit sa vie entière autour de ce qui comptait vraiment. Cela n'avait pas été facile. Cela avait exigé d'énormes sacrifices. Mais chaque sacrifice en avait valu la peine. Chaque choix difficile avait mené à des moments comme celui-ci. Des moments de paix, d'amour, de connexion véritable. Et s'il pouvait remonter le temps, il referait tout. Il ferait exactement les mêmes choix. Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, Léa attendait sur le pas de la porte. Elle était venue chercher Chloé pour passer le dimanche avec elle. « Salut, mon amour !» dit-elle en serrant sa fille dans ses bras. « Prête pour notre journée spéciale de demain ?» « Oui, » répondit Chloé excitée. « Ça va être génial. » Pendant que Chloé préparait ses affaires, Léa s'approcha d'Antoine. « Merci, dit-elle tout bas, pour tout. D'avoir été le père que je n'ai pas été la mère quand c'était le plus important. D'avoir gardé Chloé en sécurité quand je l'ai abandonnée. De m'avoir donné une seconde chance quand je ne la méritais pas. »« Tu la méritais, dit Antoine. Tout le monde mérite une seconde chance, et tu as prouvé que tu avais vraiment changé. Chloé est heureuse. C'est tout ce qui compte. » « Elle est heureuse grâce à toi, insista Léa. Tu l'as sauvée, Antoine. Dans tous les sens du terme. Nous l'avons sauvée, corrigea Antoine. Ensemble, tu es devenue la mère dont elle avait besoin. Je suis devenu le père que j'aurais dû être depuis le début. Nous l'avons fait ensemble. Chloé revint avec son sac à dos, Toby la suivant tristement comme il le faisait toujours quand elle partait. « Ne sois pas triste, Toby, dit-elle en caressant le chien. Je reviens demain soir. » Antoine se baissa et serra sa fille dans ses bras. « Je t'aime, mon amour. Amuse-toi bien avec maman. Je t'aime aussi, papa. À demain !» Il resta sur le pas de la porte, regardant la voiture de Léa disparaître dans la rue. Toby s'assit à côté de lui, observant lui aussi. Antoine gratta la tête du chien. « C'est juste jusqu'à demain, mon grand, dit-il. Elle revient toujours. » Et il entra dans la maison, ressentant ce pincement familier de manque qui venait chaque fois que Chloé partait. Mais ce n'était pas comme avant, quand la peur de perdre était paralysante. C'était juste le manque normal d'un père qui aime sa fille, parce qu'il savait, avec une certitude absolue, qu'elle reviendrait toujours, que le lien entre eux était trop fort pour être brisé, qu'il avait construit une fondation solide d'amour, de présence et de confiance qui durerait pour toujours. Cette nuit-là, seul dans la maison silencieuse, Antoine se rendit sur la terrasse. C'était une nuit claire, avec un ciel étoilé. Il s'assit dans le fauteuil à bascule qu'il avait acheté des années auparavant et resta là, à regarder les étoiles. Il pensa à son père, qui avait passé sa vie entière à travailler et n'avait jamais eu de temps pour son fils. Il pensa à la façon dont il avait commencé à suivre le même chemin. Il pensa à comment tout avait changé ce jour terrible, où Chloé avait appelé à l'aide et où il n'avait pas répondu. Ce jour-là avait été le réveil dont il avait besoin. Ça avait été le choc nécessaire pour lui faire réaliser qu'il vivait de travers. Et même si c'était douloureux, même si c'était traumatisant, Antoine était reconnaissant pour ce jour. Parce que sans lui, il aurait probablement continué sur le même chemin. Il aurait vraiment perdu Chloé. Il serait devenu une copie conforme du père absent qu'il avait tant critiqué. Mais il avait changé, il avait fait un choix différent. Et maintenant, 10 ans plus tard, il récoltait les fruits de ce choix. Il avait une fille heureuse, en bonne santé qui lui faisait entièrement confiance. Il avait une relation de coparentalité fonctionnelle avec son ex-femme. Il avait une vie équilibrée, avec un but professionnel mais sans sacrifier ce qui comptait vraiment. Il avait la paix, il avait l'amour.
Il avait tout ce qui valait la peine d'être eu. Le téléphone sonna, tirant Antoine de ses pensées. C'était Chloé en appel vidéo depuis l'appartement de Léa. « Salut papa », dit-elle souriant à l'écran. « Je voulais juste te souhaiter une bonne nuit. » Antoine sourit, sentant son cœur se réchauffer. « Bonne nuit mon amour. Profite bien de ta journée avec maman demain. Je vais en profiter. Je t'aime aussi. À demain. » Il raccrocha et rangea le téléphone, regardant à nouveau les étoiles. Et il fit une dernière promesse silencieuse, comme il le faisait tous les soirs. Il promit qu'il continuerait à faire les bons choix, qu'il continuerait à être le père que Chloé méritait, qu'il continuerait à donner la priorité à l'amour avant tout, parce qu'il avait appris la leçon la plus importante de la vie, que le vrai succès ne se trouve pas dans les comptes en banque ou les titres professionnels. Il se trouve dans les étreintes serrées, les rires partagés, la présence véritable. Il se trouve dans le fait d'être aimé et d'aimer complètement. Il se trouve dans le fait de savoir qu'à la fin de tout, quand la vie se termine et que les réalisations matérielles retournent à la poussière, ce qui reste, ce sont les gens que nous aimons et les souvenirs que nous avons créés avec eux. Et Antoine avait créé de magnifiques souvenirs. Il avait construit une relation d'amour authentique avec sa fille. Il était devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Il n'était pas parfait. Il faisait encore des erreurs, mais il était présent. Il essayait. Il faisait les bons choix chaque jour. Et cela, en fin de compte, était tout ce qui comptait. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire d'Antoine et Chloé a profondément touché vos cœurs. Si vous vous êtes reconnus dans ce parcours de transformation, d'un père absent qui a appris à être présent, laissez votre commentaire en nous racontant ce qui vous a le plus marqué. Votre avis est très important pour nous et nous aide à continuer à créer des histoires qui comptent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Nous avons préparé des récits émouvants qui explorent la complexité de la vie, de l'amour, de la famille et des choix que nous faisons. Chaque like que vous laissez nous motive à continuer. Chaque partage aide d'autres personnes à trouver ces histoires qui peuvent transformer les perspectives et toucher les cœurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui est perdu entre le travail et la famille, qui a besoin d'un rappel sur ce qui compte vraiment, partagez cette histoire avec cette personne. Parfois, une histoire est tout ce dont nous avons besoin pour nous réveiller et faire les bons choix avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, nous apportons des contenus uniques et spéciaux comme celui-ci. Ne les manquez pas. Nous vous attendons dans les commentaires. À la prochaine histoire.